Bonjour, donc Gwenaëlle Morin. Je suis formatrice et enseignante de yoga. Voilà, plutôt yoga traditionnel. J'ai étudié ça quelques années en Inde et puis en France ensuite. Voilà, et tout mon parcours, ces 20 dernières années, c'était lié aux pratiques de yoga, que ce soit les postures, beaucoup de pratiques sur le souffle et de transmission en ce sens, énergétique, et puis méditation également, voilà, spirituelle, puisque le yoga est une voie d'évolution de l'être. En fait, je suis allée en Inde et presque par inadvertance, même s'il n'y a pas de hasard, je suis allée dans des ashrams, j'ai connu le yoga et j'ai trouvé ça génial. Au départ, j'ai vraiment connu le yoga tel que c'était à l'origine, c'est-à-dire sans posture. Donc c'était vraiment de l'étude de texte et des enseignements, du travail sur soi beaucoup. Et puis après, je suis allée dans d'autres lieux où on pratiquait le yoga tel qu'on le connaît ici, avec davantage de posture et de ce qu'on appelle le hatha yoga, posture et respiration. Et donc c'était dans l'autre sens. Et je suis d'abord allée en Inde et après j'y suis retournée pendant pas mal d'années, plusieurs mois par an, pour continuer à me former. Et ensuite j'ai suivi une formation de 4 ans en France. C'est vrai qu'en France, c'est devenu un sport. D'ailleurs, ça dépend du ministère des Sports en termes de convention collective. Mais à l'origine, c'était vraiment plutôt culturel et spirituel. Et on commence par, effectivement, quelqu'un qui veut uniquement du bien-être, il va s'arrêter aux postures, mais on ne peut même pas appeler ça du yoga très concrètement. C'est trop réducteur et trop limité. Et c'est vrai qu'en France, on a une image, on voit les magazines avec des postures, les filles en petites brassières, etc. Mais c'est loin d'être ce qu'est le yoga, c'est trop réducteur. En fait, on prépare le corps à travers les postures pour le souffle, la méditation et accéder à d'autres espaces, d'autres dimensions. Donc on ne peut pas considérer que pratiquer uniquement des postures sur un tapis une fois par semaine, ce soit du yoga, à mon sens. Mais l'idée, alors la définition pour moi, ça serait une voie de réalisation de soi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire sentir qu'on est une essence, une âme aussi, une conscience dans un corps dense, le temps d'une incarnation, et donc ressentir qu'on est un finalement, qu'on fait partie d'un tout, et accéder avec différents outils ou différentes ressources plutôt, ça serait le mot peut-être plus juste, à la paix intérieure. Voilà, là c'est extrêmement schématisé, court, en version courte, mais c'est quand même l'idée. Ça te donne l'idée de ce que c'est pour moi. Voilà. D'où on entretient le corps, pour nous, c'est quelque chose de très sacré. D'ailleurs, Yogashala, le mot vient de là, ça veut dire le temple sacré, le lieu sacré. Même si en Asie, aujourd'hui, c'est devenu un mot générique pour désigner un lieu de pratique. Et le corps étant sacré, on en prend soin, on entretient, d'où les postures, voilà, par lesquelles on vient. Mais ceux qui veulent aller au-delà du bien-être, c'est vraiment pour travailler sur soi, sur ses émotions, son mental, son corps physique aussi, et mettre tout ce petit monde, ces trois corps-là, au service de l'âme et de la conscience. Et pour les textes, ça vient des Védas à l'origine. Donc c'est très loin, mais le texte qu'on utilise le plus et qui est connu en France, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Donc ce sont 108 aphorismes, il y a de quoi travailler toute une vie simplement avec ces textes-là. Et ensuite, on a les textes qui expliquent ce texte. Donc voilà, et puis le Hatha Yoga, Pradipika, et puis les Upanishads. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment approfondir, ce sont vraiment les textes. Mais les Indiens étant toujours un peu complexes, c'est bien d'avoir des explications, soit avec un enseignant, soit avec des livres qui expliquent les textes en fait. Il y a pas mal de versions, comme dans tout, dans toute traduction. Au départ, alors il y a des ramifications. Au départ, c'était une branche commune. Et ensuite, ça s'est divisé forcément. Les disciples ont fait des tas et des tas d'enfants, on va dire, et de branches. Donc il y a quand même des branches assez connues en Inde. Il faut regarder les 2 derniers siècles, mais le yoga est bien plus vieux que ça. On considère que c'est environ 2500 ans. Et au départ, il n'y avait pas de posture. Ensuite, il y en a eu une douzaine, on va dire, qui restent dans certaines écoles et certaines traditions les uniques postures qu'on va pratiquer. Et vraiment, au XXe siècle, ça s'est vraiment davantage répandu à travers le monde, etc.
différents swamis, différents yogis qui ont essaimé à travers le monde et créé leur propre lignée, leur propre... Mais c'est qu'une histoire de forme. En réalité, dans le fond, ça reste la même chose. Et majoritairement, c'est l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire la non-dualité. Ce que je disais tout à l'heure, sentir qu'on est un, en fait, qu'il n'y a pas de séparation. Ça reste vraiment sur cette orientation-là. La lignée que j'ai suivie au départ, c'est la lignée Satyananda, qui est très connue en Inde. C'est une des plus pratiquées en termes de nombre de personnes dans le monde. Cependant, il y a aussi Iyengar qui est très répandu en Europe, par exemple, et au Mexique. On peut dire ça comme ça. Et après, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup, beaucoup. La plupart des gens, lorsqu'ils viennent, ils me disent « Ah, mais je ne suis pas souple ». Mais en fait, ça n'a rien à voir avec être capable de ressentir à l'intérieur de soi ses perceptions, son corps physique, etc. C'est plus ça qui est important, la capacité d'introspection, peut-être, et d'écoute de soi, que la souplesse physique. Parce que la souplesse physique, même si bien sûr on dit qu'elle est corrélée directement à la souplesse de l'esprit, hein, ça dépend de la vie qu'on a eue, du métier qu'on a fait, de ce qu'on fait au quotidien et de ce qu'on vit. Par exemple, quelqu'un qui va pratiquer beaucoup de sports intensifs en course à pied, par exemple, course à pied, vélo, ping-pong, etc., tennis, ses muscles vont se raccourcir. S'il a fait ça pendant 30 ans et que d'un coup il commence le yoga, de fait, ça va être un peu compliqué de s'assouplir comme ça d'un coup. Baguette magique, ça n'existe pas. D'autant qu'on essaye d'être dans la bienveillance et de respecter son corps, c'est peut-être presque le plus difficile parce que beaucoup de gens veulent aller dans... Le mental veut réussir à faire quelque chose, mais il n'y a rien à réussir. C'est vivre, en fait, les postures, vivre l'instant, écouter son souffle. Donc rien que ça, chez nous, en Europe, en tout cas, c'est un apprentissage. Alors que pour les Asiatiques, ça va être... c'est dans leur culture. De moins en moins, parce qu'ils s'occidentalisent, mais à la base, c'était vraiment dans leur culture. Voilà, donc il y a tout un chemin. Donc c'est vrai que nous, on raccourcit en disant très grossièrement que c'est le lien entre le corps et l'esprit. C'est vrai quelque part, mais c'est très mal compris cette expression. Parce que quand on parle d'esprit, on ne parle pas de mental et les gens ont tendance à confondre. Quand on parle d'esprit, on parle de la pure conscience. Voilà, ou de la conscience divine, si on veut aller encore plus loin. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai qu'il y a une grande méprise, je pense, en tout cas, dans... parce qu'on ne sait pas, par méconnaissance, tout simplement. Pour simplifier, on pourrait dire la tête et le cœur. D'ailleurs, c'est souvent un chemin qu'on utilise et une expression qui est utilisée, où on utilise l'expression de la tête au cœur. On va dire qu'on est un être, entre guillemets, c'est encore une fois caricatural, gouverné par son mental, donc ça veut dire le cerveau, le cérébral, qui va produire de l'électricité. L'esprit, on va plutôt le placer dans le cœur. Encore une fois, c'est imagé. Hein, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais voilà, pour simplifier et rendre les choses claires, c'est le cœur, donc le cœur spirituel qui est situé au niveau du thymus, du chakra du cœur, hein, qui est relié évidemment au cœur physique, mais là on parle de cœur spirituel et qui lui va être magnétique. Et donc on va activer ce magnétisme-là qu'on a tendance, mais c'est la petite voix intérieure qu'on a tendance à pas écouter, l'intuition, etc., ou ce que d'autres vont appeler le sixième sens. Tout dépend des disciplines et des pratiques, mais c'est qu'une question de vocabulaire, mais en fin de compte, ça revient au même. Voilà. Et donc, écouter davantage son cœur et mettre au service de son cœur, son mental, ses émotions et son corps physique. Ce que je disais tout à l'heure. Ce qui n'est pas évident, puisqu'en fait, le mental veut tout diriger. Et quand le mental dirige tout, ça ne se passe pas toujours très très bien. Voilà. Et le yoga, par rapport aux émotions, c'est apprendre, non pas à... Pareil, beaucoup de gens pensent que c'est les couper, pas du tout, ou les annihiler. C'est simplement les mettre un peu au repos ou en sommeil, comme le mental, comme s'il était un ordinateur. Et on va l'éteindre à un moment donné. Simplement pour être cool et entendre le calme, l'essentiel, la nature, par exemple, c'est ce qu'on va faire en méditation. Au lieu d'écouter l'extérieur, mais ça peut être aussi une pratique, on va écouter l'intérieur de soi. Donc là, il n'y a plus de pensées, ou moins, en tout cas, elles vont être au ralenti, et on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses, entrer en état modifié de conscience, et accéder à d'autres dimensions, d'autres espaces, etc. Ça ne veut pas dire zéro mental, on s'en fiche, en fait, c'est pas une performance, c'est pas...
Encore une fois, c'est d'être capable de mettre tout au repos, les émotions et le mental, pour pouvoir écouter le silence, voilà, de l'univers, si on va plus loin. Qui n'est pas silencieux, mais là, on va pas rentrer là-dedans, hein. On va faire simple. Ça permet de relativiser, déjà, lorsqu'on prend conscience qu'on est une poussière vraiment à l'échelle du système solaire, de l'univers, et qu'il y a une puissance, une énergie euh, qui nous porte et dont on fait partie, hein, qui est à l'intérieur de notre corps dense. Et ensuite, comment dire, de pas être esclave. Là, j'y vais un peu cash, mais c'est comme ça que je l'enseigne, hein, vraiment. C'est avec ces termes-là, de nos émotions et de notre mental. Ça veut dire de ne pas se laisser entraîner par eux. Une image que j'utilise beaucoup parce qu'elle est très parlante, c'est pas boire la tasse quand on est dans l'océan, mais surfer sur les vagues de nos émotions. Donc évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts et on n'est pas égaux. Et il y en a, ils vont devoir travailler beaucoup plus que d'autres moins. Mais tout le monde a travaillé quelque part de toute façon, et même si c'est pas au même endroit, et c'est un chemin de toute une vie finalement, et de même plusieurs vies. Alors c'est toujours lié au yoga et à la spiritualité, puisqu'après l'école de yoga, en fait, j'ai maintenant des, entre guillemets, des guides spirituels que je suis et qui m'accompagnent. Et donc, je suis davantage sur ce volet-là. En dehors des cours collectifs, qui sont en présentiel et en visio, je donne des stages beaucoup plus approfondis sur différentes thématiques, donc qui vont être le souffle, par exemple. Ça peut être aussi plus sur des aspects spirituels, énergétiques, la Kundalini ou d'autres éléments. Et ensuite, des soins individuels. Donc là, c'est plus du tout collectif. Les soins, il y a 3 volets. Il y a la yoga thérapie qui commence à se développer en France, qui vient en soutien de la médecine conventionnelle. C'est quelque chose de déposé, de déclaré, voilà, avec un diplôme, etc., auprès de l'IDIT, qui peut être pris en charge dans certains cas dans les affections de longue durée et qui va accompagner les personnes à soutenir une guérison ou à ralentir la progression d'une pathologie. Ensuite, il y a les soins de programmation cellulaire qui se font, donc là c'est de l'énergétique, et on va programmer, si je parle un peu basique, on va poser les mains sur la colonne vertébrale et on va mettre des programmes à l'aide de différents types d'énergie qu'on va aller chercher très très haut, en très haute vibration, pour programmer la moelle épinière et les cellules souches avant qu'elles ne se divisent et aillent se répartir dans le corps. C'est toujours lié à des pathologies, puisqu'on sait que les vertèbres vont être reliées à certains types de troubles. Hein. Par exemple, ça se fait, on trouve des schémas maintenant partout sur Internet, etc. Et la troisième chose, c'est plus de l'ordre de l'accompagnement dans la vie quotidienne, notamment de la clarification. J'appelle ça comme ça parce que c'est plus parlant que des termes autres, techniques, d'accompagnement quand les gens sont un peu flous avec eux-mêmes ou perdus dans leur vie de tous les jours. Ça peut être dans tous les domaines relationnels, de groupe professionnel, familial, amical, simplement personnel, où ils ont besoin d'y voir clair, ils sont nés dans le guidon et qu'ils n'ont pas justement le recul et la vision d'ensemble. C'est une expression que j'utilise souvent, je dis voient dans un trou de souris, comme s'ils étaient une souris au lieu de voir depuis le point de vue de l'aigle. J'organise du coup aussi de plus en plus des stages, pour l'instant au Maroc uniquement, sur 2 volets, soit des stages bien-être, où on va un peu faire de la visite et des activités, et en même temps des stages yoga, souffle, énergie et des soins énergétiques, et d'autres qui sont un peu plus pour travailler sur soi et aller à la rencontre de soi. Pour l'instant, ce sont des marches dans le désert, dans le Sahara. Les cours de yoga, alors c'est déjà, comme je le disais tout à l'heure, l'entretien du corps physique. Alors, je suis basée dans les Deux-Sèvres, donc dans l'ouest de la France. Et pour situer, je suis à 20 km au nord de Niort, dans la campagne, sur une petite colline. Et donc dans un endroit très vallonné, très joli, en lien, en connexion avec les éléments, parce que c'est très important pour moi. Et les cours se font dans des salles, dans différentes salles que je loue, ou en entreprise également, ou dans des associations ainsi qu'à l'hôpital. Les cours démarrent souvent par du postural, justement pour entretenir un peu la machine et la ressentir, tout
tout simplement voir ce qui va bien en ce moment, ce qui va moins bien, ou peut-être qu'il y a besoin de consolider, de renforcer. Donc des positions classiques de yoga, sachant que maintenant il y en a des centaines, puisque des tas de yogis en ont créé des nouvelles, et même des postures préparatoires, parce qu'on n'a plus la souplesse aujourd'hui et la capacité physique d'autrefois avec la sédentarité. On ne peut pas aller directement dans des postures qu'on appelle avancées. Pour moi, ça n'existe pas le terme de niveau, d'avancement, etc. Mais il n'empêche qu'on a le corps qu'on a et qu'on doit composer avec. Donc plutôt cet aspect-là, et ensuite, soit ça peut être une méditation, ça peut être une respiration, ça peut être des enseignements théoriques. En vérité, ça dépend du public des cours et des cours. Et ce pourquoi les gens viennent, tout simplement. Mais dans tous, il y aura des petites touches de tout. Il dure 1h15 et les cours en vidéo, eux, sont d'1 heure. Même chose, même procédé, même suivi. Des postures, et il peut même y avoir que des postures quand les gens ont vraiment besoin de ça. Mais dans les postures, on intègre le souffle et la conscience de toute façon. L'idée, c'est d'être dans le moment présent et d'éteindre le mental. C'est pas facile, mais voilà. Ça dépend des jours et des moments, c'est une observation. Pour la partie individuelle, je donne extrêmement rarement de cours de yoga individuels. Je pense qu'en collectif, c'est suffisant, puisque l'idée, c'est aussi d'être avec soi-même, d'oublier les autres. C'est aussi d'oublier le regard des autres et d'être vraiment avec soi et être honnête avec soi-même. Donc finalement, qu'on soit en collectif ou individuel, pour moi, à mon sens, ça ne va pas changer grand-chose. Sauf cas particulier. En revanche, la yoga-thérapie, à part des pathologies extrêmement communes comme les sciatiques, les problèmes de dos, etc., les insomnies, je préfère accompagner les gens en individuel parce que ça permet de répondre vraiment au plus près à leurs besoins. Là, il y aura aussi du souffle, des postures, ce qui est possible, et différents types de méditation, mais qui vont les aider vraiment dans leur vie quotidienne. Ça implique quand même de se prendre en main. C'est pas une pilule magique, ils vont venir au cours, ils vont sortir guéris. Hein. Ça demande de travailler entre chaque séance, pas forcément tous les jours, mais je dirais au minimum 3 fois par semaine, idéalement tous les jours. J'essaye de donner des petites séances de moins de 15 minutes. Évidemment, quand on est très malade ou qu'on n'est pas bien, on ne va pas les pratiquer, mais quand ça va, et ben, parce que c'est ça qui va avoir un effet bénéfique après. Et aider la personne à accélérer le processus de guérison, ou à mieux le vivre, ou à mieux gérer sa douleur, ou à ralentir l'avancée, par exemple, de l'arthrose, des choses comme ça. Là, il y a aussi un volet de micronutrition, ça va avec, pour renforcer tout ça, en fait. Voilà. Parce que l'alimentation et tout ce qui pénètre notre corps, hein, l'alimentation, les cosmétiques, l'eau, les médicaments, enfin, tout ça va avoir quand même une incidence sur la santé. Donc, c'est vraiment global, c'est holistique, là, pour le coup. Voilà. Et ça sera en accompagnement de à peu près les pathologies, parce que là, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà. La deuxième, donc, qui est les soins de programmation cellulaire. Ils viennent aussi de lignées de yoga, d'une autre lignée de yoga, qui sont des yogas qui sont beaucoup plus spirituels. Quand on travaille beaucoup, on va dire, le souffle, à l'origine, le souffle, moi, je vais l'utiliser en cours pour la vie quotidienne, pour être un support, un outil pour aider à mieux vivre au quotidien. À l'origine, c'était davantage pour se mettre en état modifié de conscience, accéder à la spiritualité, à d'autres espaces. Là, pour faire simple, c'est de cette manière-là qu'on va utiliser ces énergies, ces vibrations, les différentes sortes de prana, la lumière, etc. C'est très connu, hein, même chez les bouddhistes, etc. Il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que là, c'est extrêmement structuré. Et on va envoyer ça, finalement, c'est comme si notre corps physique était un canal. On va se mettre en état de neutralité, en haute vibration, aller quelque part laisser nous traverser ces énergies-là, qui correspondent aussi à la pathologie. On sait que certaines vont agir davantage sur certains types de pathologies et les envoyer dans la colonne vertébrale. Ça se pratique assis, la personne est assise, allongée à plat ventre s'il n'y a pas d'autre possibilité, mais c'est préférable que ça circule à la verticalité entre la terre et le ciel. Et on va poser les mains sur la colonne vertébrale, envoyer. Et là, il y a 1 à 3 soins maximum, espacés de 3 semaines à 1 mois. Voilà.
selon le type de trouble et de pathologie, pour aider aussi à accélérer et, si vous voulez, mettre l'idée que la normalité, c'est la pleine et la bonne santé sur tous les plans, et non pas la maladie. Parce qu'au bout d'un moment, le corps, finalement, les cellules, intègrent comme une normalité la maladie. Donc là, c'est quand même ennuyeux, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc là, c'est un peu inverser la vapeur, tranquillou, et rappeler aux cellules que la normalité, c'est la bonne santé. Ça implique de vraiment vouloir guérir aussi, d'être honnête avec soi, de savoir vraiment où on en est dans sa vie et ce qu'on veut. Et selon le type de trouble, on le sait déjà, hein, tu vois, la peau, ça peut être extrêmement rapide, d'autres choses, ça va être beaucoup plus long, le temps de la régénération. On reste dans l'espace, tu connais, hein, dans l'espace de neutralité et centré, quoi qu'il arrive. On ne se laisse pas déstabiliser. Et la troisième proposition individuelle, c'est de l'accompagnement. Donc là, ça va être de l'ordre de plus, effectivement, du mental et de la discussion, et de trier un petit peu, puisque nous, en tant qu'accompagnants, on va avoir une vision beaucoup plus globale tout de suite, et voir peut-être là où la personne n'est pas claire avec elle-même ou a besoin de s'interroger tout simplement. Et elle ne le voit pas, mais ce qui est logique, puisqu'on est absorbé dans notre vie quotidienne, et ça va être de pointer ou de relever des choses. C'est pas du tout du jugement, hein, loin de là, mais c'est plutôt de mettre en lumière des petites choses qui sont en incohérence, justement, entre ses actes, sa tête et son cœur. Comme encore une fois, la tête, un de mes maîtres de yoga, justement, Swami Satyananda, disait toujours, ça tout part du cœur. Le mental va programmer pour qu'on mette l'action et les mains en mouvement pour répondre, et là on sera aligné. C'est ça aussi l'alignement. Mettre tout en harmonie, en une belle symphonie. Et nous, c'est vrai qu'on va voir, ou en tout cas je vais voir très rapidement, là où il y a des dysfonctionnements et des incohérences. Et après, c'est à la personne de voir ce qu'elle a envie de travailler ou pas à pas, tranquillement. On ne fait pas au bulldozer, hein, sinon c'est extrêmement violent et difficile. Donc, avancer par avancer. En revanche, les stages en France, c'est important parce que ils sont thématiques. Je ne vais pas sortir de ça. Quand je propose des postures dans un stage, c'est nécessairement lié à la thématique, comme là, les prochains. Mais sachant que c'est que cette année, je propose ça, mais il y en a d'autres. J'ai une spécialité en yoga nidra quand même, parce que c'était quand même la grande proposition de Swami Satyananda. Hein. Donc c'est vrai que ça, je donne des formations pour l'instant uniquement pour soi-même, c'est-à-dire pour pouvoir être capable de comprendre la structure et de se créer ses propres yoga nidra et de s'aider soi-même finalement. En fait, dans toutes mes propositions, l'idée quand même de fond est que les gens aillent vers une autonomie et puissent pratiquer un maximum eux-mêmes. Bien sûr, il y a des accompagnants, il y a des différentes thérapies, il y a différentes possibilités d'études et de travail sur soi. Il y a des profs, il y a des stages, des week-ends, des semaines. Mais l'idée au bout de tout ça, c'est quand même d'avoir des outils chez soi pour ne pas être démuni, ne pas toujours avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur. Évidemment, parfois on a plein d'outils, on ne les utilise pas au quotidien. Mais l'idée, c'est quand même de temps en temps de se dire « Ah mais oui, je peux me faire un petit yoga nidra et ça va m'aider à traverser cette mémoire-là, puisque c'est un peu l'idée des yoga nidra, de faire remonter certaines mémoires et de s'en libérer, sans chercher à passer par le cérébral et à les interpréter, à les utiliser. Ça va être complémentaire, c'est pas en opposition, pour moi ça va être complémentaire à la psychologie par exemple. C'est un autre bien, moi je ne travaille pas tout ce qui est mental, je vais plutôt travailler directement avec l'énergétique, dans d'autres dimensions de l'être. Je parle des yoga nidra parce que c'est une proposition qui arrive, mais ça peut être un travail sur le souffle. Et je vais beaucoup accentuer là-dessus à l'avenir parce que les gens respirent très très mal et qu'avec le souffle, malgré tout, ça va jouer sur les émotions, ça va jouer sur le mental, ça va jouer sur les prises de décision, sur le fait d'être bien avec soi-même et sur la santé, y compris la santé physique. Donc savoir de temps en temps se prendre des respirations, c'est essentiel. Même 3 ou 5 minutes peuvent changer une journée. Voilà. Et changer le pH du sang, changer la tension, changer le rythme cardiaque. J'ai déjà fait des tests avec des machines et des médecins, etc. On peut, quand on a l'habitude de maîtriser son souffle, de dire différentes techniques, et c'est accessible à tous, sincèrement,
hein, on change complètement d'état. Et si on change son rythme cardiaque et sa respiration, on va aussi changer son état mental et la façon, par exemple, couper une crise de panique, de l'asthme, etc. L'asthme, je peux en parler puisque j'étais asthmatique assez longtemps. C'est vraiment grâce au souffle que j'ai pu modifier ça. Moi, comme d'autres personnes auront d'autres techniques. Il faut toujours chercher ce qui nous convient. Voilà, donc c'est vrai que je propose beaucoup de choses sur le souffle et pour l'autre volet, pour la spiritualité aussi. Parce que c'est capital, voilà, pour aller dans des états modifiés de conscience et accéder à d'autres espaces. Voilà, d'autres types de compréhension et d'autres niveaux de conscience pour ceux que ça intéresse. Et après, alors les stages, on propose aussi avec un collègue des stages d'énergétique justement, où là, c'est vraiment l'idée de donner des outils aux gens. Le prochain, ça s'appelle des séminaires d'énergétique. Va pas être de rentrer dans le détail de chaque proposition. Il y a aussi du développement des sens subtils, mais ça se fait naturellement en fait. Quand on va loin en méditation et en pranayama, ce sont les techniques sur le souffle, où là, on dépasse la technique pour aller beaucoup plus loin et sentir vraiment les bénéfices. Là, l'idée de ces séminaires, c'est vraiment donner déjà des soins collectifs énergétiques et de libérer certaines mémoires, certaines émotions, certains traumas des gens et en même temps de leur donner des pratiques à faire chez eux mais qui sont simples et mettables en place facilement partout sans plein d'outils, de matériel ou même des années de pratique d'une technique. Vraiment des petites choses simples mais qui vont les aider au quotidien à améliorer leur vie, la compréhension d'eux-mêmes, puisqu'avant tout c'est ça aussi, le yoga, c'est se connaître soi-même et travailler eux-mêmes sur leurs émotions, leurs mémoires à libérer et tout ce que je viens déjà de citer, d'énumérer. Et après, on a les stages à l'étranger. Donc, pour l'instant, je suis sur le Maroc simplement parce que c'est un pays avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. J'ai aussi travaillé et vécu là-bas dans ma vie d'avant, dans un tout autre domaine. Et c'est simple, c'est près de la France. C'est un pays que j'aime énormément. On y parle français. Et il y a pour l'instant, il y a 2 types de séjours. Donc, les séjours bien-être, vraiment, que j'appelle déconnexion, régénération, qui sont pour t'offrir une respiration, arrêter de simplement subir le quotidien et se faire un plein de vitalité, d'énergie, recharger les batteries avec des séances de yoga le matin et le soir, d'1 heure environ, où là on va être plus sur la posture, le corps physique et un petit peu de respiration. Il y a des enseignements plus sur le yoga, sur ce que c'est que le yoga, donc soit thématique, soit plus généraux et la spiritualité, et des séances plus longues de méditation, d'enseignement et de souffle et des soins énergétiques aussi, voilà. Et l'autre proposition, la première n'a pas encore eu lieu, ce sera en février de l'année prochaine, voilà, c'est vraiment l'idée d'aller à la rencontre de soi. Pas de pollution lumineuse non plus, donc vraiment être avec la planète, le ciel, les étoiles, soi-même. Bien sûr, c'est en groupe, mais on apprend dans un volet, je pense que beaucoup de gens le savent déjà, l'autre n'est que notre miroir, donc va nous amener à travailler, est une chance de s'enrichir et de travailler sur nous-mêmes, de ne pas rester dans des basiques grossiers d'agacement et de ceci, mais de voir ce que l'autre vient nous faire travailler en positif comme en négatif, entre guillemets, que je considère qu'il n'y a que du positif, véritablement. Et l'idée, qu'est-ce que ça va soulever en nous et nous faire travailler. Et c'est vraiment un très beau voyage avec soi et en soi. Donc c'est vraiment l'idée de ça. Donc il y a toutes ces confrontations-là à soi et en même temps c'est très beau. L'idée pour moi, c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi. C'est vrai qu'en spiritualité, on va utiliser les termes de soi en tant qu'être humain, dans la dualité, dans la séparativité avec le soi supérieur, l'univers, pour faire simple. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de parvenir un jour à vivre pleinement en accord avec soi. Et si on est en accord avec soi, on sera nécessairement en accord avec tout ce qui nous entoure. Et donc, nécessairement, ça va agir aussi autour de nous, naturellement, simplement.